Simodec.tv en direct du parc des expositions de La Roche-sur-Foron pour le dernier jour de ce salon international de la machine-outil de décolletage. Nous a rejoint sur ce plateau Stéphane Guinchard. Vous êtes directeur au pôle stratégie de PricewaterhouseCoopers. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous étiez à l'honneur hier pour une conférence intitulée, si je me souviens bien de l'intitulé, Les secrets des champions cachés. C'est quelque chose comme ça ? Tout à fait. Les secrets et stratégies à succès des champions cachés. Alors expliquez-nous, ma première question est toute simple. C'est quoi un champion caché ? Et j'ai essayé de suivre la conférence, mais pour moi, il n'était pas si caché que ça, les champions cachés que vous avez cités. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que cette notion de champion caché ? Les champions cachés sont des PME, des ETI performantes qui sont leaders de leur marché et qui sont relativement cachés parce que peu connus au regard de leur position de leadership sur leur marché. Mais c'est-à-dire peu connus auprès de qui ? Auprès du grand public ? Tout d'abord auprès du grand public. Alors bien sûr, ils sont très connus de leurs clients parce que ce sont des acteurs incontournables de leur segment de marché. Ce que vous avez cité comme champion caché, par exemple, Somfy, Maped. C'est pas forcément des gens qui me paraissent, moi, très cachés. Tout à fait. Non, mais par exemple, Somfy est un très bon exemple. C'est un exemple qui permet de mettre en avant le concept champion caché. Ils sont moins cachés que les autres du fait de leur succès, de leur taille, mais ils illustrent bien, de par leur parcours, tous les enjeux d'un champion caché. Donc je me sers de ces exemples-là pour faire la promotion du concept. Parce que c'est sûr que faire une conférence avec que des gens dont on ne connaît absolument rien, ça serait peut-être pas évident. Tout à fait. Donc ce sont des entreprises qui sont de taille similaire, mais qui sont un peu moins connues la plupart du temps que ces deux-là. Et j'avais par exemple d'autres exemples dans la conférence, comme Precialp ou Rossignol Technologies, qui sont des entreprises beaucoup plus petites, beaucoup plus spécialisées sur leur cœur de métier, qui sont donc là, pour le coup, quasiment invisibles du grand public et uniquement connues de leurs clients, quasiment. Mais alors, qu'est-ce qui les unit, justement ? Quel est le point commun entre toutes ces entreprises ? Il y a tout plein de points communs. Déjà, c'est globalement un niveau de performance. Ce sont des entreprises qui sont leaders sur leur marché. Mais qui sont toutes des entreprises de niche, sur des secteurs très pointus ou pas spécialement ? Tout à fait. Oui, il y a plusieurs points communs, comme l'aspect très focalisé sur un produit ou une niche, des aspects internationaux, des aspects de choix stratégiques, ces entreprises qui innovent aussi beaucoup, qui sont très focalisées sur l'avancée de leurs produits. Également des entreprises qui sont très très proches de leurs clients. Proche comment, c'est-à-dire comment on peut être proche de son client sans être que dans du marketing ? En passant beaucoup de temps chez le client, que ce soit au niveau de la direction générale, c'est-à-dire que le patron va voir ses clients en personne, parce que c'est un enjeu important, donc il y va lui-même. C'est bien sûr le commercial et le marketing dans un mode d'interaction plus classique, mais c'est aussi des ingénieurs, de la R&D, la prod. On interagit avec le client à tous les niveaux de l'entreprise, parce que l'intimité client est clé. On gère aussi son innovation très en ligne avec les attentes clients, donc on passe beaucoup de temps chez le client, on va dénicher chez le client les besoins dont il n'a peut-être pas forcément déjà conscience, on travaille en forte proximité, donc on met le client au cœur de la stratégie, c'est le point de départ de tout, plutôt que à la limite de faire un produit, on essaie de faire un produit mieux que d'habitude et après d'aller chercher les clients pour ce produit. On met le client au cœur de la stratégie et comme point de départ de toute la stratégie et de toute l'activité de l'entreprise. Vous venez de donner plein de qualificatifs de ces entreprises, mais j'aurais tendance à vous dire la plupart des entreprises pourraient se reconnaître là-dedans. Une entreprise d'une dizaine ou une quinzaine de personnes pourrait dire voilà, moi, le patron de cette entreprise, je suis proche de mes clients, je suis à leur écoute, j'essaie de développer des produits pour mes clients, je suis innovant, et toutes les caractéristiques que vous venez de donner. Comment on fait pour savoir si on est ou pas un champion caché ? Alors effectivement, il y a... Comme beaucoup de choses souvent en stratégie, il y a beaucoup de bon sens. Il y a aussi un élément clé qui est l'exécution et la mise en place de ces éléments-là. On se reconnaît comme champion caché quand tout d'abord on est leader de son marché. Idéalement à l'échelle mondiale. Je prends là un Somfy est leader mondial, un Rossignol Technologies est leader européen, voire leader mondial. Un Precialp est aussi reconnu son leadership mondial sur les paliers butés pour turbocompresseurs. Donc on ne peut pas être un champion caché et vendre qu'en France. Déjà, c'est... Voilà. Je suis content. Il faut déjà avoir une dimension internationale. Il faut oser sortir de la vallée de l'Arve. Il y a une dimension internationale forte, puisque comme on est très focalisé sur son marché, donc par définition on le rétrécit, il faut aller chercher de la croissance et du volume en s'internationalisant. Donc souvent ces acteurs-là ont une dimension mondiale. Le terme champion caché est un peu péjoratif parce qu'il y a le mot caché dedans. Est-ce que dans votre bouche à vous et dans vos mots, ça veut dire que c'est un problème qu'il soit caché ou pas du tout finalement, ils peuvent rester cachés tant que ça marche ?
Ils peuvent rester cachés. Enfin, c'est souvent, un certain nombre de patrons d'entreprise vous le diront, c'est un petit peu pour vivre heureux, restons cachés. Surtout ici, c'est l'univers du vivant heureux, vivons cachés. Tout à fait. Après, à quoi ça sert d'avoir une visibilité auprès du grand public? Bon, pas forcément à grand-chose, qu'on est vraiment un acteur quand on est déjà leader, en tout industriel. Cas. Oui, tout à fait. Donc non, je ne pense pas que le terme soit péjoratif. Je pense qu'il résume bien la notion de performance avec le champion et la notion de cachet, au sens qu'on a aussi beaucoup d'entreprises de nature industrielle qui sont dans les amont de chaînes de valeur, des sous-traitants même. Donc on le retrouve bien dans le cachet. Ça n'a rien de péjoratif et souvent aussi cette attitude cachée contribue à leur performance, au sens que c'est des entreprises qui sont focalisées sur ce qu'elles font. Le client, le produit, le succès d'abord, ne sont pas forcément des entreprises qui vont se disperser dans la communication, qu'elle soit plus marketing ou par exemple communication financière. Par exemple, Somfy m'appelle, les deux gros qu'on a cités, ce sont des entreprises qui communiquent quand même à l'extérieur. À quel moment vous allez les enlever des champions cachés? Ils seront des champions tout court. Somfy communique quand même, en tout cas en France, d'un point de vue national. Tout à fait. Mais surtout maintenant, ils font même de la publicité à la télévision. Voilà, effectivement, là, ils ont vraiment percé le voile. C'est plus que des champions maintenant, ils sont plus cachés. Oui, mais encore une fois, c'est un bon exemple. Ils gardent leur culture. Après, là, ils font de la publicité parce qu'ils ont quand même un lien avec le marché grand public. Donc et puis, je pense qu'il y a de leur part une stratégie aussi de venir maintenant faire venir le consommateur en citant le nom Somfy, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était l'intégrateur qui choisissait. Maintenant, exactement. Ça, c'est quelque chose que vous conseillez à ces entreprises-là qui peut-être aujourd'hui sont cachées parce que c'est pas forcément directement le consommateur qui a besoin de connaître leur nom. Est-ce que vous conseillez de communiquer à l'extérieur et que le succès serait au rendez-vous si elle passe cette étape-là ou pas forcément? La communication, en fait, vraiment s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise. J'ai des champions cachés qui parlent plus que d'autres, comme si je mentionne un Babola dans les cordages de raquettes de tennis ou un Cornillo dans les équipements de ping-pong. Ce sont des marques qui sont bien connues, des joueurs de ping-pong ou des joueurs de tennis. Mais là, c'est spécifique à la nature de l'entreprise, son activité, ses marchés. Ce sont des marchés grand public et ils communiquent. Ils communiquent aussi auprès de leur niche à eux et puis leur succès fait aussi leur notoriété. Tout à fait. Un élément qui est intéressant par rapport à la communication, par exemple, on n'y pense pas forcément, mais tout ce qui est communication financière, tout ce qui est obligation de publication de résultats quand on est une entreprise cotée, c'est typiquement un effort de communication qui peut être important pour l'entreprise et ce qui fait que souvent en fait, les champions cachés sont cachés dans la mesure où aussi ce sont des entreprises de nature familiale très souvent. 70 ou 80% sont des entreprises familiales et elles gardent donc un certain secret autour de leurs chiffres, de leurs plans stratégiques, de leur niveau de rentabilité, etc. Ça va peut-être changer ça, la culture d'entreprise évolue un petit peu peut-être, non? Elles vont peut-être moins cacher les choses. Après, il ne s'agit pas de cacher pour cacher, c'est juste que voilà, au lieu de consacrer du temps à de la communication financière, à des relations avec des ils n'en ont pas le besoin en fait, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, ils économisent leurs ressources sur leurs produits, leurs innovations, leurs clients. Aujourd'hui, quand on n'est pas un champion caché mais qu'on a envie de le devenir, quels sont ces fameux secrets stratégiques à mettre en place? C'est quoi? C'est beaucoup d'innovation, aller chercher vraiment des niches spécifiques? Il y a encore une fois, pour résumer, quatre grands piliers pour soutenir une ambition d'entreprise et un projet d'entreprise. On les a évoqués, ces deux piliers cœur de focalisation et d'internationalisation. Donc on se concentre vraiment sur une niche, un produit. C'est-à-dire une entreprise qui serait capable de vendre toutes sortes de produits aujourd'hui, qui ne serait pas trop mauvaise sur tous ces produits-là, elle a tout intérêt à en laisser tomber 3 et aller sur un produit fort sur lequel elle va être plus forte que les autres. On peut ne pas être trop mauvais sur plusieurs produits. Le problème, c'est que pour vraiment réussir, on a intérêt à être très bon sur un produit. Meilleur, Donc il vaut mieux, encore une fois, les enseignements qu'on a tirés de l'étude de ces entreprises, c'est de se concentrer sur un nombre de produits, de marchés, de clients plus restreints et de faire les choses mieux que les autres. Très souvent, les patrons d'entreprise nous disent nous nous focalisons sur une seule chose, mais nous la faisons mieux que les autres. Ouais. Donc focalisation pour se différencier et performer mieux que les autres entreprises. L'internationalisation, pour retrouver du champ et une taille de marché intéressante. L'innovation, parce que c'est l'élément clé pour maintenir la position de leadership. C'est-à-dire que si on fait mieux les choses que les autres, mais il faut continuer à les faire mieux. C'est pas tout d'être le meilleur à un instant T, il faut être le meilleur à l'année d'après aussi et l'année d'après encore. Exactement, donc ça passe par l'innovation, que ce soit une innovation produit, service, process. Il y a
beaucoup de niveaux différents à l'innovation. On n'est pas que sur une innovation de rupture qui se produit une fois tous les 25 ans, on est sur de l'amélioration continue aussi beaucoup. Parce que est-ce que de votre point de vue, ces entreprises-là, elles sont leaders sur un secteur et sur une niche, est-ce qu'elles sont plus préservées que les autres de la concurrence, de par le fait d'être sur une niche? Tout à fait. Ça, c'est un point clé du choix de la stratégie. C'est que très souvent, on me dit, mais attention, une entreprise qui est concentrée sur une niche, elle met tous ses œufs dans le même panier, c'est dangereux. Si le panier est bon, ça marche. Voilà. Alors, déjà, bien sûr, il y a toujours des risques. Il faut choisir le type de risque. Donc, les entreprises préfèrent prendre un risque marché, même pour réduire le risque concurrence. C'est-à-dire que quand on fait la course en tête, d'une certaine façon, on réduit le risque de la concurrence, alors qu'une entreprise qui essaye de faire plein de choses à peu près bien sur plein de segments différents va être plus à même de se faire concurrencer par un spécialiste sur chacune de ces niches-là. Voilà. Et après, le risque marché peut être aussi beaucoup mitigé par l'aspect international. On le voit par exemple dans l'automobile aujourd'hui. Si l'Europe est à peu près stable, les États-Unis ont pas mal repris, et il y a également de la croissance en Asie. Il y a toujours quelqu'un qui permet de balancer. Voilà, il y a eu quand même globalement une crise, c'est certain, mais on voit que les différentes régions repartent de façon différente, donc on casse un petit peu le caractère cyclique d'un marché aussi par cette composante internationale. Et le dernier pilier de la stratégie, encore une fois, c'est la proximité client. On sait que ça semble très simpliste comme commentaire, tout le monde est proche de son client, mais c'est un état d'esprit, c'est vraiment remettre le client au cœur de la stratégie. Donc on part de la stratégie des clients pour faire sa stratégie, et on passe vraiment beaucoup de temps auprès des clients. On n'hésite pas aussi à viser les plus gros clients de ces segments de marché. Souvent les plus grands clients sont les plus exigeants aussi. On n'hésite pas à se frotter à ces clients les plus exigeants, parce que ça fait monter aussi en capacité l'entreprise. Ça fait aussi de très belles références, et qui peut le plus peut le moins, plutôt que de se dire je vais commencer avec des petits clients puis je vais monter en puissance petit à petit. Il y a une forme de courage ou d'audace de la part des champions cachés qui vont aussi essayer de travailler avec les clients les plus exigeants tout de suite, dans un but de faire évoluer l'entreprise et de développer la performance. Champion caché, on peut dire quoi? Que c'est une notion statistique aujourd'hui? C'est un mot qui englobe, un terme qui englobe des profils d'entreprise? Et la question qui suit, c'est est-ce qu'à l'international, ce terme-là existe? Est-ce qu'on peut identifier qu'on soit plus ou moins fort en France sur ces types et ces profils d'entreprise qu'en Allemagne, qu'en Italie qu'ailleurs? Alors tout à fait, c'est un terme international, puisque créé à l'origine par le professeur Hermann Simon, qui est un académique allemand, et qui a découvert ce type d'entreprise en regardant le fameux Mittelstand allemand, donc toutes ces PME et entreprises de nature familiale, très souvent de nature aussi industrielle, très présentes en Allemagne et qui font la force de l'Allemagne à l'exportation aujourd'hui. Et après, effectivement, donc ça fait 30 ans que le professeur Hermann est sur ce sujet. Et en 30 ans, moi j'ai contribué à l'identification des champions cachés en France. On a des champions cachés dans tous les pays. Après, il y en a plus ou moins. Est-ce que, d'après ce que vous venez de dire, j'en conclus que l'Allemagne est déjà meilleure que nous là-dessus? Tout à fait. Alors, il y a plus de... Alors, ils ont beaucoup plus de PME, surtout d'ETI, donc de PME de taille adulte, d'une certaine façon. Ils ont 3 fois plus que nous. Ils sont à plus de 12 000 ETI, donc entreprises entre 50 et... Là, vous me parlez en nombre, mais en chiffre d'affaires ou en performance, en poids économique, ils sont aussi plus forts? Ah oui, tout à fait. C'est une plus grosse partie de l'économie. Et par exemple, si aujourd'hui la balance commerciale de l'Allemagne est positive par rapport à la balance de la France qui est négative, c'est directement lié au poids de ces entreprises et à leur présence à l'international et à leur position de leadership sur leur marché. Et donc c'est pour ça qu'en France, on a aussi des champions cachés, mais on est un petit peu en retard. J'avais fait quelques estimations présentées à la conférence. On a identifié aujourd'hui 200 champions cachés en France. On pense qu'il y en a 400, donc il y en a encore 200 à dégager. Vous avez identifié des entreprises dont le potentiel de champion n'est pas encore arrivé à son paroxysme, on peut dire ça comme ça ou... Alors, celles que vraiment je garde dans mes listes, ce sont des champions cachés avérés. Après, effectivement, j'ai tout un ensemble de leaders français ou de candidats de potentiel, oui, tout à fait. Et après, j'estime qu'il y a un manque de champions cachés. Si on avait la même densité de champions cachés que l'Allemagne, on devrait avoir 500 champions cachés de plus. Ce qui représente, si on regarde un peu le portrait robot du champion caché, ce qui représente quand même un enjeu d'1 million d'emplois et de 150 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires. Ouais, vous disiez hier qu'on pourrait remettre pas mal de choses à l'équilibre en France si on avait autant de champions cachés qu'en Allemagne. Tout à fait. Après, il y a peut-être des raisons diverses et variées qui ne sont pas que des raisons stratégiques qui font qu'en France, on a un peu plus de mal à arriver à ce niveau-là. C'est peut-être ça aussi? Tout à fait. C'est pas que des choix stratégiques? Non, bien sûr, puisqu'on voit qu'il y a des entreprises qui appliquent ces choix stratégiques avec le même succès que leurs consoeurs allemandes
en France. Je pense qu'il y a beaucoup de notions d'écosystème. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant de découvrir l'écosystème de la vallée de l'Arve avec le pôle Arve Industrie. Il y a des d'écosystèmes favorables, plus ou moins favorables au développement, à la création, puis au développement et à la croissance de ces entreprises-là. Et on voit que c'est là que ça pêche un petit peu en France, où il y a globalement un terreau un peu moins fertile à l'entrepreneuriat industriel et au développement. On peut aussi avoir des Français qui décident d'aller entreprendre ailleurs, parce qu'en France, c'est pas forcément facile, ou en tout cas, on en a une image, ça va être plus difficile qu'ailleurs, alors du coup, on se dit, je vais peut-être aller ailleurs. Alors, il y a effectivement des enjeux d'image et des enjeux de réalité, mais c'est des sujets qui font l'actualité tous les jours. On voit effectivement beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger, parce qu'il y a une perception que c'est beaucoup plus facile de créer une boîte à l'étranger. Là, si on regarde avec les métiers spécifiques d'Arve Industrie, on voit qu'il y a quand même un écosystème fort. Je pense que c'est presque un modèle à développer pour la France. Je crois qu'il y a pas mal de leçons à en tirer localement avec le métier du décolletage, puisque là, on a un leadership mondial sur les métiers du décolletage. On est perçu comme des leaders technologiques en termes de précision et de capacité à réaliser des pièces de haute technicité. Sur l'aspect plutôt innovation, il y a aussi peut-être un côté culturel. On parlait de l'aspect réglementaire, mais il y a le côté culturel aussi. Vous disiez hier qu'en France, on est plutôt dans l'innovation de rupture. C'est-à-dire qu'on a tendance de partir à partir d'une page blanche à chaque fois et vouloir tout réinventer. Enfin, en tout cas, faire une vraie rupture. C'est comme ça que dans notre imaginaire, on perçoit ce qu'est l'innovation. Alors que dans d'autres pays, l'innovation, c'est, on va dire, simplement améliorer l'existant. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler en France. Il faut arrêter d'être dans le disruptif et aller plus dans l'amélioration du quotidien, ou c'est très bien de le faire comme on le fait? Alors, c'est très bien qu'on fasse de l'innovation disruptive. Si on y arrive. Si on y arrive, ça, il y a quand même beaucoup non pas de hasard, mais ce sont des gros enjeux. On ne sait pas si ça forcément. Si demain on va inventer le nouveau Google en France, bon, ce sont des gros paris. Après, je pense que c'est plus un complément qu'une opposition. Malheureusement, en France, on a tendance à opposer parfois grande entreprise, petite entreprise, innovation de rupture, innovation de continu. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse monter en puissance, qu'on revalorise l'innovation dans une logique d'amélioration continue. Innovation sur le produit, le service, le process, de toujours chercher à faire mieux, de banaliser la perfection, une expression c'est réfléchir à tout le temps, et c'est ça l'amélioration continue, tout le temps faire en sorte que ça puisse être mieux, plus parfait. Toujours remettre le travail en cause et continuer à se perfectionner, toujours chercher à faire mieux, tout à fait. Si j'en reviens pour terminer sur des choses très très concrètes sur les entreprises, les TPE, les PME, les grandes entreprises de la région, quels conseils, quelle stratégie vous pourriez leur donner pour avancer dans cette direction-là, dans la direction de stratégie gagnante des champions cachés? Des choses toutes simples, tout à fait. Si on reprend les points clés de la stratégie, de ne pas hésiter à se focaliser sur leur métier. C'est que c'est toujours tentant de se diversifier, de faire automobile, aéronautique, médical. Alors, ça peut être justifié, il faut juste être précautionneux, parce que plus on a de segments applicatifs différents, plus on va solliciter des ressources. C'est que là où ici on a tendance à avoir plusieurs types de prestations et de produits, mais sur un marché plus réduit, il vaut mieux avoir un seul produit et sur l'ensemble du monde. Je pense qu'il faut mieux se spécialiser et clairement établir une position de leader que d'être numéro 2 ou numéro 3 sur segment. Tout à fait. Je pense que pour la pérennité de l'entreprise, c'est mieux. Après, il faut prendre les bons paris sur les bons segments, c'est évident. Et donc, plutôt une approche de focalisation pour une meilleure différenciation. Ne pas hésiter à s'internationaliser. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de sortir des frontières françaises, puis après d'aller dans les pays étrangers. Mais on peut être aidé par les chambres de commerce, par des organismes tout proches. Il y a quand même pas mal d'exemples, même dans la vallée de l'Arve, d'entreprises qui le font. Donc, c'est possible. Je pense que ce sont des exemples à suivre. Et puis après, l'innovation, je sais bien que c'est pas forcément évident, mais on constate que les champions cachés dépensent beaucoup d'argent, une part significative de leur chiffre d'affaires en R&D, donc c'est vraiment un effort à maintenir en permanence. Innover, déposer des brevets, ou ça sert pas forcément à grand chose? Alors, on constate beaucoup plus de dépôts de brevets que d'autres entreprises, c'est évident. Après, effectivement, c'est là où le cachet de champion caché réapparaît. Il y a beaucoup d'entreprises qui estiment que déjà breveter une idée, c'est la dévoiler aux autres, et la dévoiler. Donc vous avez en fait beaucoup d'innovations qui ne sortent pas des murs de l'entreprise. Qui seront brevetés plus tard quand le produit sera sorti. Exactement, voilà. Et donc ils restent très précautionneux par rapport à ça. Ils ne brevettent même pas leur innovation dans un souci de secret, de rester caché. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes de votre temps, Stéphane Guinchard, pour être venu nous éclairer sur les champions cachés, qu'ils seront un peu moins pour les gens qui nous regardent. Merci beaucoup. Merci à vous. Simodec.tv continue en direct pour cette dernière journée de salon. À tout de suite.